Du côté de la Syrie maintenant, la chose un petit peu étonnante, c'est que, vu l'évolution générale, heu, la Syrie, en tout cas le gouvernement syrien, semble relativement bien disposé vis-à-vis des Israéliens, a priori. Puisque, d'un côté, comme tu disais, ils se sont réjouis, des bombardements de l'Iran jusqu'à un certain point. Ils n'ont pas les moyens de résister de toutes les manières. Heu, donc on pourrait imaginer que de ce côté-là, c'est bon pour les Israéliens et le gouvernement syrien est prêt à toutes les concessions. Et néanmoins et néanmoins, les Israéliens continuent à bombarder la Syrie, continuent à on va y revenir peut-être Oui. plus en détail, une instrumentalisation de plus en plus forte et évidente, des Druzes. Mmh. Donc, que se passe-t-il de ce côté-là? Oui. Alors, je pense qu'on avait évoqué la dernière fois les tentatives de négociation indirecte entre Syriens et Israéliens. On évoquait dans le temps des réunions aux Émirats, à Oman, il y a eu après une réunion à Bakou, en Azerbaïdjan. Ce qui était surprenant, c'est comment Trump, après sa visite en Arabie Saoudite, et ça c'est le rôle saoudien, a été invité à rencontrer Sharar, le président syrien, et il a accepté. Il a fait même un petit éloge de ce monsieur. Suite à cette rencontre, les Américains ont déclaré, ont annoncé qu'ils allaient finir avec la politique de sanctions. Après, il y a certains mécanismes qui nécessitent des procédures au niveau de l'administration américaine, mais l'idée, déjà, c'est que les Américains ont accepté la légitimité de ce régime-là et qu'ils sont prêts à négocier avec ce régime et à permettre aux investissements de débuter en Syrie pour une reconstruction, etc. En échange, la question israélienne s'est certainement posée et l'idée d'une normalisation, on a même évoqué les accords Abraham pendant un moment que la Syrie allait signer un accord avec Israël. On a remplacé cela par une normalisation, par des échanges directs, par des accords. Mais les Israéliens ont compris à quel point le régime syrien a besoin des Américains, a besoin des Émirats, de l'Arabie saoudite, du Qatar, de la Turquie, des Européens pour se relancer économiquement, parce que la Syrie est en faillite et c'est un grand pays. Ce n'est pas une reconstruction qui peut être rapide, elle va nécessiter des centaines de milliards de dollars. Donc les Israéliens ont considéré qu'ils peuvent mettre encore plus de pression sur le régime syrien, qui avait à maintes reprises annoncé qu'il sera très difficile pour lui de reconnaître la souveraineté israélienne sur le Golan, annexé illégalement par Israël en 1981 après son occupation en 1967. C'est difficile pour n'importe quel responsable syrien de dire je laisse tomber le Golan. Et donc les Syriens voulaient un accord qui ne parle pas de la territorialité de la dispute entre guillemets, mais plutôt d'un cessez-le-feu, d'un début de normalisation diplomatique pour négocier plus tard les choses. Et il paraît que Netanyahou ne veut pas cela, il veut plus, il veut une reddition, non seulement par rapport au Golan, mais même par rapport à un sud syrien désarmé. Donc autour du Golan, autour du mont Haramoun, dans toute cette région du Houran, dans le sud et vers la frontière jordanienne, Israël ne veut pas de présence militaire de la nouvelle armée syrienne. Et il avait déjà, Israël, détruit toutes les positions qui peuvent être potentiellement les bases d'une nouvelle armée. Et ils ont élargi la zone d'occupation, ils ont pris la zone qui était sous contrôle des casques bleus après la guerre de 73. Et donc, ils sont devenus un acteur présent au sein même de la Syrie, tout en espérant que les Américains ne vont pas se retirer de l'est du pays pour que le pays reste morcelé, étant donné qu'à l'est, là où les Américains sont présents, c'est l'administration et l'autonomie kurde syrienne, 25% du territoire, et c'est dans ce territoire que se trouve le pétrole et le gaz syrien. En plus, les Israéliens ne veulent pas un rôle turc décisif en Syrie, que ce soit au niveau de la sécurité, du renseignement, de l'armement de la nouvelle armée syrienne,
parce que c'était cela qui était en cours depuis la chute du régime Assad. Et donc, Israël veut prendre plus dans toute négociation et ne souhaite pas voir un accord d'Abraham plus ou moins neutre, mais une reconnaissance syrienne du Golan, une reconnaissance syrienne d'un rôle qui peut être joué. Et c'est là où la question druze devient pour les Israéliens très intéressante. Et c'est là où les Israéliens ont investi dans une série d'erreurs qu'a commis le nouveau gouvernement à Damas vis-à-vis des Druzes. Mais du côté des Druzes, il doit y avoir des tensions aussi. Il y a beaucoup de tensions. Alors, il faut savoir que démographiquement parlant, les Druzes, qui sont à peu près 3 à 4 de la population syrienne, sont concentrés dans le sud du pays, dans ce qu'on appelle Jabal al-Arab, la montagne des Arabes, ou la montagne des Druzes, là où la ville de Souaïda se trouve. Durant le mandat français, la puissance mandataire avait même promis un État druze dans la région en 1920, avant que la révolution syrienne de 1925 tourne cette page et décide d'une Syrie unifiée. Donc dans cette région-là, il y a des Druzes. Au Mont-Liban, de l'autre côté de la frontière, il y a une communauté druze. Et puis, dans le nord de Palestine, devenu Israël après 1948, il y a une communauté druze. Et dans le Golan occupé, la seule communauté qui est restée syrienne sous l'occupation israélienne est druze. Et à l'intérieur d'Israël, il y a eu une politique comme quoi les Druzes, une minorité, font le service militaire dans l'armée israélienne. Ils sont la seule minorité qui le fait, avec en plus les Bédouins sunnites qui sont en Israël, qui font le service militaire. Et la question de donc Druze en Israël pour Netanyahou est importante parce que c'est une petite minorité, mais il essaye de la mobiliser pour son propre programme. Il prétend qu'il veut la garder tout le temps soudée et loyale à l'État, mais c'est aussi pour des enjeux électoraux. Et il y a un cheikh Druze en Israël, Cheikh Tarif, qui est dans une logique sioniste et qui considère que tous les Druzes dans la région doivent suivre la logique israélienne et qu'une alliance entre minorités dans la région doit s'imposer. Et donc, entre Cheikh Tarif et un cheikh druze à Souaïda, Cheikh Hijri, il y a des contacts et il y a évidemment une partie des Druzes qui sont opposés à cela. Le problème, c'est que quand il y a eu des clashs et il y a eu un conflit armé entre des Druzes et des Bédouins qui vivent entre la région du Houran et la montagne druze, la réaction des autorités à Damas était d'envoyer des troupes qui ont attaqué les Druzes et non pas, comme Damas prétendait, tenter de séparer les deux groupes. Ils ont attaqué les Druzes, il y a eu des massacres, il y a un discours idéologique djihadiste qui a été utilisé contre les Druzes en tant que minorité qui a quitté l'islam et qu'il faut les punir. Et cela a créé une panique chez les Druzes. Donc même ceux qui sont opposés à Hijri et au projet israélien se sont sentis très mal à l'aise. Et Israël a décidé à ce moment-là d'aller frapper Damas, raid aérien, de frapper des convois militaires de la nouvelle armée syrienne en disant qu'ils étaient en direction de Souaïda pour commettre des crimes, donc on protège les Druzes. Et depuis, l'armée syrienne n'a pas le droit de rentrer dans la région. Il y a un feu, il y a une ligne rouge israélienne et il y a aussi des combattants druzes bien équipés et déterminés à défendre la région. Donc c'est comme s'il y a deux agendas qui sont retrouvés et beaucoup de Druzes se sentent perdus, mais se sentent trahis aussi par Damas. Du côté de Damas, il considère que, comme la question alaouite, et il y a eu des crimes et des massacres sur le littoral en mars 2025, cette question druze et la question kurde sont instrumentalisées pour ne pas permettre à Damas d'unifier le pays et de relancer l'économie, la reconstruction. Et donc, ils prétendent qu'il n'y a aucune politique délibérée de leur côté de faire mal aux Druzes ou de les opprimer, mais que c'est un séparatisme druze qui les oblige à agir de la sorte. Donc, il y a certainement un problème à Damas, la politique n'est pas claire. Shara, je ne pense pas qu'il contrôle
tous les siens. Il a besoin de temps et cela ne justifie pas de toute façon le fait qu'il ne tente pas de s'imposer différemment. Il n'y a pas un dialogue national qui a eu lieu pour le moment, il n'y a pas une justice de transition assez solide qui a été mise en place. Avec les Kurdes, ça traîne, il n'y a pas de solution. Et évidemment, maintenant qu'il y a eu les massacres ou les combats à Souaïda et l'intervention israélienne, du côté des Kurdes, on a maintenant beaucoup plus de questions à se poser par rapport aux négociations avec Sharar qui devaient avoir lieu pour une unification du territoire. Donc ça se complique à Damas certainement. Et Sharar compte toujours sur les Saoudiens, euh, peut-être plus que sur les Qataris. Il comptait sur la Turquie, mais maintenant les Américains et les Israéliens laissent comprendre qu'un rôle turc à Damas, qui dépasse certaines limites, n'est pas toléré. Et donc la Syrie se trouve aussi dans une situation très délicate, mais euh, pas par rapport évidemment aux Iraniens, comme on disait au début. Et du côté de ces frontières, il n'y a que la frontière, deux frontières qui sont ouvertes et importantes économiquement, la jordanienne et la turque. La frontière irakienne, elle peut avoir des tensions de temps en temps, et la frontière libanaise, c'est la même chose. Il y a même parfois des clashs entre l'armée libanaise et des passeurs des deux côtés. Comment est-ce que la Turquie réagit au fait que son aire d'influence est soudain limitée par Oui, les Israéliens et du coup par les Américains, puisque les Américains suivent tout ce que les Israéliens font. Or, la Turquie pensait pourtant que le nouveau régime, c'était euh, son entrée dans la Syrie de façon assez claire et une manière de contrôler les Kurdes en plus. oui, la politique d'Erdogan a souvent été celle de profiter des manquements et des fragilités des autres acteurs. Par rapport à la Syrie, il y a eu l'obsession kurde pendant un très long moment. Et puis, peu à peu, la Turquie a construit dans le nord-ouest et le nord syrien une présence politique et économique importante. Erdogan voulait aussi utiliser cette zone pour rapatrier des réfugiés en Turquie même. Et puis, quand les opérations militaires de l'opposition ont commencé fin novembre 2024 et jusqu'à la chute du régime le 8 décembre 2024, la Turquie se présentait comme le garant, le sponsor de la nouvelle direction politique du pays, avec des projets économiques, avec un soutien de la nouvelle armée. Et on a pensé que c'est vraiment Ankara qui va être l'allié principal de Sharar. Sharar a certainement besoin du soutien turc, mais il a aussi voulu se libérer un peu de cette possible hégémonie turque en tout de suite rendant visite à l'Arabie saoudite et aux Émirats, même avant d'aller au Qatar, l'allié de la Turquie, pour essayer de diversifier un peu, pour ouvrir un peu plus de champs de manœuvre pour sa nouvelle direction. Économiquement, il a justifié aux Turcs que c'est pour des raisons surtout économiques, mais je pense qu'il avait compris des Saoudiens et des autres que les Américains peuvent être derrière les Israéliens dans une volonté de réduire l'influence turque. Donc, vaut mieux ne pas se positionner tout à fait avec les Turcs pour ne pas subir des conséquences encore plus lourdes. Et puis Israël a commencé à frapper certains dépôts d'armes qu'on considère turcs, puisque la Turquie aide la nouvelle armée syrienne et tout. Donc ça réduit un peu l'influence de la Turquie, au moins dans certaines régions. Parce que c'est encore une fois la politique de morcellement. Et Israël veut cette politique-là. Vous voulez avoir une influence, c'est dans le nord de la Syrie, là où vous étiez avant. Mais Damas, c'est plus du côté du centre, du sud. L'influence turque doit s'arrêter là où commence la nôtre, nous, Israéliens. Et les Turcs n'acceptent pas cela, mais n'ont pas les moyens de riposter maintenant. Ils peuvent riposter différemment. On a vu quelques mesures qui sont à la fois par rapport à Gaza et à la nouvelle offensive génocidaire israélienne, mais c'est aussi, à mon avis, par rapport à la Syrie pour montrer que ils peuvent avoir de leur côté une possibilité de retalier, de répondre sans aller jusqu'à un affrontement qu'ils ne souhaitent pas non plus. Et les Saoudiens?
Alors, les Saoudiens, Mohammed Ben Salman, c'est le monsieur qui attend le plus que toutes ces questions-là se calment, car dans sa vision Horizon 2030, qu'il continue à promouvoir, c'est une émancipation économique, des projets de tourisme, une ouverture économique, culturelle et sociale du royaume et de la région, sans ouverture politique par contre. Donc tout ce qui déstabilise et tous les conflits ne l'intéresse pas et il veut, je pense, à tout prix que ça se termine. Peu importe comment, mais c'est ça l'idée, c'est la stabilité. Et c'est ça qu'il espérait quand il s'est réconcilié avec les Iraniens et tout en montrant aux Chinois qu'il ne veut pas rester juste américain comme avant, le royaume, je veux dire, que la Chine est un partenaire. Il avait fait la même chose avec Poutine juste avant la guerre en Ukraine pour montrer qu'il n'est plus prisonnier de Washington et je pense qu'il va poursuivre cette même politique en attendant la, la nouvelle configuration où il considère que son capital économique va lui permettre d'être l'acteur euh, le plus influent, euh, soft power dans la région. Au printemps, il y avait même davantage d'ambition que cela, mais ça c'est peut-être un peu calmé maintenant, qui était de refaire un grand pôle sunnite Oui, dont les Saoudiens auraient été le parrain. oui, Là, avec ce qui se passe avec les Druzes d'un côté, ça a l'air plus compliqué. oui, dans le sens où lui, il considérait qu'au moins du côté arabe, il n'y aura plus de rivalité. L'Arabie saoudite s'impose, la Syrie va rentrer dans ce cadre. Le Qatar, qui en certains temps était le grand rival, puisqu'il soutenait les révolutions arabes et les courants des frères musulmans, et certains courants libéraux sur lesquels le Qatar misait, que cela c'est fini avec le coup d'État de Sisi en Égypte, c'est fini avec la faillite en Tunisie. Et maintenant, la Syrie, qui change d'air, va s'inscrire dans cette logique saoudienne d'un grand pôle arabe, sunnite, face à la fois aux Iraniens et pas face aux Turcs, mais dans une rivalité avec les Turcs, relativisant un peu la puissance qu'on voyait du côté de Ankara face à une absence arabe. Cela, oui, a changé un peu, même si je pense qu'avec le temps, il considère toujours MBS, Mohammed Ben Salman, que économiquement, il peut jouer ce rôle, parce que ce soit les Libanais ou les Syriens, ils attendent surtout des investissements saoudiens. Si jamais il y a un changement de ton et si jamais quelques problèmes se règlent pour permettre des reconstructions, l'argent va venir surtout des pays du Golfe. L'argent ne va pas venir ni de l'Europe, ni des États-Unis. Les Européens ont des chantiers en Ukraine et il y a des chantiers au sein même du continent. Les Américains ont été très clairs, c'est qu'ils vont convaincre les pays du Golfe d'investir et ce n'est pas leur investissement à eux. Ils vont profiter dans certains projets certainement, mais ce n'est pas eux qui vont mettre le grand paquet. Et puis les institutions financières mondiales, que ce soit la FMI ou la Banque mondiale, vont négocier des réformes, une restructuration des économies pour permettre aux investissements d'arriver. Donc l'Arabie peut compter sur cela et sur le fait que tout le monde aura besoin de son argent.